Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des perspectives assez différentes sur le conflit israélo-palestinien. Oui, On va regarder ça à travers deux vidéos. La première, c'est une intervention de Natasha Hausdorff, c'était à l'Oxford Union. tout à fait. Et la seconde, une interview de Benjamin Netanyahou. Donc là, on a des arguments plutôt tranchés sur des sujets comme l'apartheid, le génocide, les causes profondes, les solutions possibles aussi. Absolument. Et notre objectif ici, c'est vraiment de décortiquer ce qui est dit spécifiquement dans ces extraits-là. On ne refait pas l'histoire, hein, mais on analyse les arguments précis de Hausdorff et Netanyahou tels qu'ils les présentent là. D'accord. Alors, commençons peut-être par Natasha Hausdorff à Oxford. Elle y va fort quand même. Elle rejette complètement les accusations d'apartheid, de génocide contre Israël. Carrément. Elle utilise l'expression diffamation sanglante, blood libels. C'est une référence historique assez lourde. Oui, très lourde. Son argument principal, si on résume, c'est que les Palestiniens ont déjà une certaine autonomie dans les zones A et B en Cisjordanie, suite à Oslo et puis à Gaza, bien sûr, depuis le retrait de 2005. Et D'accord. elle dit que ces zones seraient devenues Judenrein, donc sans juifs. Et elle met ça en opposition avec les citoyens arabes d'Israël, qui, eux, dit-elle, ont la pleine citoyenneté. Ce terme, Judenrein, c'est vrai que c'est chargé historiquement, et elle l'utilise pour contraster avec les Arabes israéliens, donc. Exactement. C'est ça l'idée. Elle critique d'ailleurs au passage des ONG comme Amnesty. Elle leur reproche en gros, de mélanger les statuts, qui sont très différents selon elle. Elle mentionne aussi des témoignages, je crois. Oui, elle cite des témoignages qu'elle dit venir de Gazaouis, qui accuseraient le Hamas pour les destructions et aussi pour supprimer toute opposition interne. D'accord. Et puis il y a tout l'aspect historique qu'elle met en avant. Ah oui, beaucoup. Elle insiste sur l'histoire longue. Elle rappelle des massacres de Juifs bien avant 48, comme celui d'Hébron en 1929. Hmm. Pour elle, ça montre l'indigénéité juive en Judée. Et du coup, l'accusation de colonialisme, pour elle, est risible. Elle défend aussi Ben Gourion. Elle affirme qu'il n'a pas appelé à expulser les Arabes, mais plutôt à repousser ceux qui attaquaient à l'époque. Et elle aborde aussi la question de l'éducation et des incitations. Oui, elle parle de ce qu'elle décrit comme un endoctrinement via les écoles de l'UNWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Et aussi le fameux système de payer pour tuer de l'autorité palestinienne, qui verserait des allocations aux familles d'auteurs d'attentats. C'est un point souvent soulevé. Tout à fait. Et sur l'aide humanitaire, elle soutient qu'Israël en facilite une quantité massive via le COGAT, l'organisme de coordination. Elle cite des chiffres et elle pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne met pas plus la pression sur l'Égypte pour ouvrir sa frontière avec Gaza? Un dernier mot sur Sheikh Jarrah à Jérusalem. Elle en parle aussi. Oui, rapidement. Elle conteste la version, disons, habituelle des expulsions. Elle parle de terrains qui appartenaient historiquement à des juifs et de squatteurs illégaux. Et puis, elle termine en critiquant un peu l'ambiance du débat à Oxford même. Elle dit que des opposants n'étaient pas là et que des étudiants juifs se seraient sentis intimidés. D'accord. Bon, ça c'était pour House Force. Passons maintenant à l'interview de Benjamin Netanyahou. Pour lui, c'est quoi le blocage principal, le nœud du problème? Alors, pour Netanyahou, le blocage fondamental, c'est le refus palestinien. Un refus persistant, dit-il, de reconnaître un État-nation pour le peuple juif. Et ça, peu importe les frontières qu'on pourrait dessiner. Donc ce n'est pas juste une question de territoire pour lui. Non, c'est plus profond. Il critique en fait tous les dirigeants palestiniens, passés et présents. Il affirme qu'il cherche un État à la place d'Israël et pas à côté d'Israël. D'accord. Et c'est pour cette raison qu'il rejette la solution classique à deux États. Il cite souvent Gaza et le Liban comme des exemples où un retrait israélien a mené, selon lui, à plus de problèmes. Il parle de territoire contre terreur. Exactement. C'est sa lecture des retraits précédents. Alors, quelle alternative il propose? Il esquisse un modèle un peu différent. Les Palestiniens auraient tous les pouvoirs pour s'autogouverner au quotidien, D'accord. mais, et c'est un grand mais, aucun des pouvoirs qui pourraient menacer la sécurité d'Israël. Donc concrètement, la responsabilité globale de la sécurité, l'espace aérien, le contrôle des frontières extérieures, la lutte antiterroriste, tout ça, ça resterait israélien. C'est ça, une forme d'autonomie, mais sous un contrôle sécuritaire israélien qui serait permanent. Il précise quand même qu'il ne veut pas expulser les Palestiniens. Il dit « je ne veux pas les chasser ». Ah oui. Oui. Mais il dit vouloir éliminer le Hamas et ce qu'il appelle l'idéologie djihadiste.
Il insiste aussi beaucoup sur la petite taille du territoire. Pour lui, ça rend une séparation complète très difficile, voire dangereuse pour la sécurité d'Israël. Et il affirme que la plupart des Israéliens soutiennent cette idée de contrôle sécuritaire. Si on met ces deux interventions côte à côte, qu'est-ce qui ressort? Ce qui frappe, c'est une volonté commune, en fait. Une volonté de contrer certains récits qu'il considère comme dominants et surtout hostiles à Israël. Mhm. Hausdorff, elle s'attaque vraiment de front aux accusations d'apartheid, de génocide. Elle utilise des arguments juridiques, historiques, des témoignages précis. Oui, très factuel dans son approche, même si c'est orienté. Voilà. Netanyahou, lui, il met vraiment tout le poids sur la sécurité et sur ce qu'il décrit comme la non-reconnaissance fondamentale de la part des Palestiniens. Et c'est ça qui justifie pour lui son idée de souveraineté limitée. Et donc, au final, même si leur style et leurs arguments diffèrent un peu, ils semblent converger sur un point central. Oui, c'est ça. L'idée que le cœur du problème, ce serait ce refus palestinien d'accepter l'existence même d'Israël en tant qu'État juif. Intéressant. Et ce postulat commun, il les amène tous les deux, par des chemins un peu différents, à questionner la viabilité ou même la désirabilité d'un État palestinien qui serait pleinement souverain au sens classique du terme. Ces extraits illustrent vraiment bien la profondeur du fossé entre les narratifs, hein, comment les faits sont interprétés, les mots qui sont choisis, Absolument. les conditions posées pour la paix. Tout semble radicalement opposé et ça soulève des questions très complexes sur la légitimité, la sécurité, l'histoire, le droit à l'autodétermination. Tout à fait. Et ça laisse vraiment songeur sur le défi immense, non seulement de trouver un terrain d'entente, mais même juste de vérifier les informations, de démêler le vrai du faux, ou simplement de comprendre la perspective de l'autre. Quand les faits eux-mêmes sont présentés de manière aussi conflictuelle, comment est-ce qu'on peut se forger une compréhension nuancée, juste en se basant sur ce que chaque partie choisit de nous montrer?